Merci également de m'avoir invité. Je remercie Monsieur Negin de nous avoir invités en Tunisie. C'était un plaisir de venir ici pour vous faire partager aujourd'hui l'expérience. Alors, c'était dans une session embolisation artérielle, indication logistique résultat. Moi, je suis obstétricien, je suis praticien hospitalier à la Riboisière, comme disait Siem Bougelel, dans un centre étiqueté de référence en Île-de-France, où en fait, nous, on reçoit des patientes qui ont des suspicions de placenta accreta ou des percreta. Et donc nous, on doit en fait déjà reprendre du recul et voir si vraiment il y a une vraie suspicion à l'écho, à l'IRM, et de voir si ça justifie cette fameuse procédure dont on a parlé et qui est maintenant assez codifiée. Alors, en préambule, déjà, nous, on dispose de l'embolisation, et c'est pour ça d'ailleurs on a tout le plateau technique justement pour pouvoir recevoir ces patientes, parce qu'on a l'embolisation. Mais en préambule, je voudrais dire déjà qu'il y a une diminution des embolisations de manière générale en France, en Île-de-France. Quand on voit cette plaque sur la diminution d'embolisation, on voit qu'il y a une vraie chute du nombre d'embolisations. Est-ce que vous savez pourquoi ça existe? En tout cas, nous, en Île-de-France, c'est tout simplement depuis l'arrivée du tamponnement par le ballon de Bakri, qui a diminué de façon drastique le nombre d'embolisations. Mais donc ça reste les embolisations liées à l'atonie utérine et pas les embolisations pour accreta. Et donc, quand on voit le nombre d'embolisations, on voit avant Bakri, c'était 350 par an. Après le Bakri, 219 par an. Et avec des Bakri qui sont maintenant 470 par an, mais c'est probablement beaucoup plus que ça. Et quand on voit à la Riboisière, on en embolisait à peu près 45 par an. Et on est passé maintenant, en 2015, à que seulement 23 embolisations par an pour des problèmes d'hémorragie du postpartum. Et quand on regarde le taux d'HPP en Île-de-France, on voit qu'il est resté stable dans le temps. Donc, ce n'est pas un problème qu'on saigne moins qu'avant. C'est un problème tout simplement on diminue les embolisations malgré un taux d'HPP stable et malgré une augmentation d'accreta, tout le monde le sait, l'augmentation du risque de césarienne, l'augmentation de l'incidence de ces placentas accreta. Eh ben, c'est dû au fait que finalement l'indication majeure des embolisations en pratique courante, ça reste quand même les embolisations sur des atonies, et que en revanche il y a une stabilité, une augmentation des accreta, mais pour l'instant en tout cas les embolisations diminuent. Ça, c'était juste un petit préambule sur le fait que finalement on n'en embolise pas tant que ça. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les accreta doivent être pris en charge dans des centres, en tout cas en France. Nous, il y a quand même des normes de référence sur le fait qu'il faut des centres experts et il faut qu'on dispose de l'embolisation, parce qu'on va voir quand même le nombre d'accreta qui sont embolisés, ça reste non négligeable. Parce que l'accreta, c'est un problème à part et qu'il y a un taux d'hystérectomie. Quand on regarde le nombre d'hystérectomies d'hémostase, sur l'ensemble des hystérectomies d'hémostase, 50% sont liés à des accreta. Donc c'est quand même énorme. Et quand on regarde, quand on a un accreta, le taux d'hystérectomie, on est quand même dans du 70 et 95%. On voit que dans beaucoup de centres, accreta égale hystérectomie. Donc, ça dépend quand même de plusieurs facteurs. Est-ce que c'est un vrai accreta? Est-ce que c'est un accreta ou un percreta? Pour nous, ça reste quand même important dans la discussion. Et ça reste une habitude de pays. Parce que quand vous regardez, il y a des pays où on ne discute pas le traitement conservateur. Et il y a des pays où c'est vraiment discuté. Et il y a des pays où c'est même systématique le traitement conservateur. Donc, il faut vraiment voir que selon les pays, c'est quand même différent. Et que chacun a ses habitudes. Et il faut voir maintenant les avantages et les inconvénients des deux méthodes. Et qu'on voit effectivement que quand on parle d'atonie et quand on parle d'accreta, on ne parle pas du tout de la même maladie et on ne parle pas du tout des mêmes systèmes qui sont mis en place. Parce que quand on voit dans les accreta, sur ce papier dans le BIJOC de 2015, on voit qu'il y a quand même des packings dans 17% de ces patients, même si c'est qu'une série de 30, et des hystérectomies dans 93%. Alors que dans les atonies, on utilise le ballon, on utilise tous ces moyens-là qui vont parfois permettre de juguler l'hémorragie. Donc c'est deux problèmes qui sont tout à fait différents. La vraie question, finalement, puisqu'on m'a demandé de parler de l'embolisation artérielle, c'est à quel moment emboliser? Est-ce qu'il faut emboliser de manière systématique? Est-ce qu'il faut emboliser que s'il y a un problème? Nous, dans notre pratique, on va voir pourquoi après, on n'embolise pas de manière systématique. Il y a encore également des centres de référence qui prennent le parti de faire des embolisations systématiques. Ça, c'est un article de l'équipe d'Angers, qui est un gros centre de référence de l'hémorragie,
Loïc Santil, qui a publié énormément et qui a fait la plus grosse série de traitements conservateurs dont a parlé tout à l'heure ma collègue, les 167 cas, eux, ils ont déjà publié une série où ils font carrément les césariennes en salle de radiologie. C'est-à-dire qu'ils mettent leurs patientes dans un environnement de radiologie avec un cathéter d'embolisation déjà mis en place avant la césarienne et ils embolisent tout le monde. Après la césarienne, il y a une embolisation systématique. Bon, on voit que c'est pas forcément si rentable que ça. Il y a 43% d'hystérectomie et il y a eu un cas de nécrose utérine. Alors, est-ce que c'est lié au traitement conservateur? Est-ce que c'est lié à l'embolisation? Il s'avère que dans le papier, il conclut plutôt quand même à une complication de l'embolisation. Donc, c'est pas si anodin que ça, l'embolisation, même dans des mains experts, même dans des centres experts. L'autre attitude, ça c'est plus l'équipe de Lariboisière de radio interventionnelle, qui est une équipe d'excellence en termes de radio interventionnelle, le professeur Soyer, et eux, ils préconisent plutôt le post-op, l'embolisation post-opératoire si hémorragie. Et sur des cas de placenta accreta, sur 12 cas, c'est encore des petites séries, hein, il y a eu 17% d'hystérectomie, il y a eu un hématome de point de ponction, mais qui n'est pas donc une complication majeure. Donc il y a ces deux attitudes-là. Laquelle est la plus intéressante? C'est à discuter. Quand on regarde une énorme revue de la littérature sur du traitement conservateur, il y a quand même eu 300 cas publiés de traitement conservateur. En tant que le taux d'hystérectomie, il est que de 20%. Donc finalement, la discussion sur l'hystérectomie obligatoire, elle se pose vraiment, mais finalement, on arrive quand même à garder l'utérus dans 80% des cas. Et si on regarde les placenta accreta qui ont été embolisés, il y a à peu près 18% d'hystérectomie. Il y a un peu un biais dans ces chiffres, parce que finalement, dans la première série des 295 cas, il y a des patientes qui ont été embolisées, et dans la série sur les 45 cas, il y a un peu de tout. Donc en fait, c'est un peu biaisé, mais c'est pour vous dire que finalement, il y a 20% d'hystérectomie à peu près dans tous les cas. L'embolisation systématique, en tout cas, n'a pas forcément d'intérêt. Là, on reprend la série de Loïc Santil, on ne va pas forcément reparler, parce qu'on en a parlé juste avant. Mais dans cette série de Loïc Santil, sur les 167 cas, on voit qu'elles n'ont pas toutes été embolisées. Il n'y a que 37% des cas où elles étaient embolisées. Et puis il y a d'autres techniques qui ont été utilisées de dévascularisation. On voit qu'on peut faire, comme on l'a dit, des ligatures des artères iliaques internes pendant l'intervention. Ça a été fait. Il y a eu des stepwise, il y a eu des triples ligatures, il y a eu des compressions. Mais en gros, 37% d'embolisation. Et dans la série de Loïc Santil, on l'a déjà dit, mais c'est 10% d'hystérectomie immédiate, mais c'est 10% d'hystérectomie secondaire, avec quand même aussi des problèmes de nécrose d'utérus, de sepsis, et c'est ça le problème majeur du traitement conservateur. Donc nous, à Lariboisière, on ne fait pas d'embolisation systématique, mais on fait une embolisation si par exemple la patiente après sa césarienne, alors pas si on fait une hystérectomie, mais en traitement conservateur, et si elle est stable hémodynamiquement, qu'elle ne fait pas une hémorragie massive, on les passe en embolisation si elle saigne, ou si elle fait des HPP retardés, comme dont parlait Siem Bougelel tout à l'heure, une patiente qui revient en saignant. Si c'est pas la catastrophe, elle passe d'abord en embolisation parce que ça permet de juguler et permet d'être plus calme. Et même si on fait un geste après d'hystérectomie, on le fera dans des conditions plus sereines, avec un pelvis qui est plus dévascularisé. Et donc, pas d'embolisation systématique, parce que si elle est inutile, c'est pas forcément le besoin de lui faire des complications d'embolisation qui existent, qui sont réelles. Et elle est efficace si vraiment il y a une hémorragie, on va vraiment voir tout de suite une différence. Et nous, on se garde un peu, entre guillemets, la carte embolisation, si jamais il y a besoin pour plus tard. Donc ça, c'est en pratique à Lariboisière. Donc là, il y a 56 cas, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas fini de remplir notre base de données, mais on en a à peu près une centaine d'accreta et de percreta, un peu tout mélangé, et que finalement en embolisation on n'en a embolisé que 17,8%, des hystérectomies immédiates dans 23% des cas. Alors l'hystérectomie immédiate, ça peut être plusieurs causes. Ça peut être parce que la patiente a demandé une hystérectomie après information du traitement conservateur et du traitement radical. On lui explose les bénéfices et les inconvénients des deux méthodes et elle choisit une hystérectomie. Cette patiente-là, on lui fera une hystérectomie, sauf si c'est un placenta percreta vésical, où dans ces cas-là, on prône d'emblée le traitement conservateur pour les raisons évidentes dont on a parlé, les risques vésico-urétéraux de fistules qui sont très importants, qui ne sont pas à négliger et que
pour nous, en tout cas en 2017 à l'Arrêt-Boisière, on ne fait pas d'hystérectomie dans ce genre de patientes qui ont des percrétas vésicaux. Et donc, hystérectomie immédiate dans 23% des cas, hystérectomie secondaire dans 12% des cas. Mais on attend d'avoir plus de données pour vous présenter nos vrais chiffres. Alors, est-ce qu'il faut avoir un centre expert pour un accréta? La réponse est oui, si on peut. Mais quand on a une surprise, voilà. Mais quand on est dans la suspicion anténatale, en tout cas chez nous, il n'est pas acceptable. Je pense qu'on peut avoir des complications, on peut avoir des embêtements médico-légaux si on a une suspicion d'accréta et qu'on ne l'envoie pas dans un centre qui, en tout cas, a l'habitude d'en faire et qui a un plateau technique qui est capable de recevoir cette patiente. Parce que si vous faites ça dans un centre qui ne peut pas transfuser de manière rapide, là, vraiment, c'est... Voilà. Donc là, c'est vraiment préjudiciable. Et quand on voit les critères pour avoir un centre expert, c'est une équipe multidisciplinaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait tout ce panel de médecins, des imageurs, des chirurgiens experts du pelvis. Comme on a dit, il faut être à 2 seniors, c'est tout à fait vrai. Il faut avoir des anesthésistes qui sont aguerris, et nous, on a des anesthésistes qui connaissent très bien cette pathologie et qui sont aguerris à ce genre de pathologie. L'urologue, alors on fait rarement appel à eux, sauf vraiment si on sait qu'on va faire une hystérectomie pour un percréta vésical. On le fait parce que, je ne sais pas, le traitement conservateur n'a pas marché. Et dans ces cas-là, on peut faire appel à eux, effectivement. Et bien sûr, un néonate si on fait une naissance prématurée. Il faut une unité de soins intensifs. Et il faut, bien sûr, un protocole de transfusion massive et surtout du sang. Parce que c'est des patientes qui peuvent se retrouver à une vingtaine de kilos, effectivement, si ça part en hémorragie massive. Et donc notre protocole accréta, on en a déjà un peu parlé, donc je ne vais pas tout redétailler, mais c'est vrai qu'il y a quand même 3 situations qui sont très différentes. Il y a la situation 3, à laquelle personne n'aime être confronté, c'est la patiente à qui on fait une césarienne et on n'est pas au courant du tout et finalement on tombe sur un accréta en césarienne. Et dans l'American Upstate Gynecology 2015, ce qu'ils disent, et alors c'est assez vrai, c'est que dans ces cas-là, c'est vrai qu'il faut retarder l'hystérotomie, il faut d'abord faire venir du sang, si vraiment on s'y attendait pas du tout, et là la patiente elle n'est pas techniquée, on n'est pas prêt, on est en Pfannenstiel, parfois, parce que forcément, une césarienne classique, on la fait en Pfannenstiel, on la fait pas en médiane. Hein. Et donc, si on a un vrai percréta avec un segment inférieur ballonné, vascularisé, une atteinte vésicale, si ça saigne pas, il y a quand même un débat sur est-ce qu'il faut pas, c'est ce que disent ce papier, hein, la refermer et l'envoyer dans un centre expert. Est-ce que ça se discute? Pour l'instant, j'ai jamais vu ça encore, hein, mais ça peut se discuter si vraiment on n'a pas de structure, si on est vraiment dans une structure qui ne permet pas ça. Je pense que peut-être que c'est ce qui va sauver la patiente de la refermer si on n'a pas commencé, d'accord? Parce que si on n'a pas du sang dispo, un chirurgien expert et une équipe au complet, ça peut se discuter. Bon, là c'était une petite parenthèse. Si on a tout ce qu'il faut et si on est aguerri, qu'on a du placenta accréta suspecté en anténatal, la situation 2 pour nous, si c'est du percréta suspecté en anténatal et que finalement, quand on a fait notre incision fondique et qu'on a vu effectivement qu'il y a du placenta percréta vésical, là, nous, on part pas sur une hystérectomie, on fait un traitement conservateur. Si c'est un accréta suspecté en anténatal, ça va dépendre de la discussion qu'on a eue avec la patiente. La patiente qui a 31 ans et qui veut encore garder son utérus, il faut lui expliquer que c'est possible. Il faut expliquer ce qu'elle risque, parce qu'il ne faut pas mentir aux patientes. Effectivement, elles risquent des admissions, elles risquent des complications. Mais il faut leur expliquer par quoi elles vont passer, par un parcours qui est long, par des complications, par des réadmissions. Mais il y a une possibilité qu'elle garde son utérus. Dans la série de Loïc Saint-Hilaire, il y en a quand même 80% des patientes qui ont gardé leur utérus, mais au prix d'une morbidité maternelle dont on connaît les chiffres. Et donc voilà, ça c'est notre habitude à nous. Voilà. En gros, accréta, c'est discussion anténatale, qu'est-ce qu'on fait? Et percréta, c'est on laisse le placenta à l'intérieur, on fait un traitement conservateur. D'accord? Mais même tous les accrétas, on les hystérectomise pas. Du coup, ce qu'on leur montre, c'est ce tableau en fait, hein. C'est-à-dire les avantages et les inconvénients dans les deux, le traitement radical, le traitement conservateur. Il faut quand même montrer que dans le traitement radical, on a des plaies de vessie dans quand même près de 20% des cas, c'est quand même pas rien, des urtères dans 8% des cas, des réinterventions dans 8 à 15% des cas. Si on fait un traitement radical,
Voilà. Et bon, enfin bref, ça c'est tout ce qu'on leur montre, en tout cas, ce tableau pour leur expliquer les avantages et les inconvénients. Après, donc cette information est éclairée. Donc, aux réponses qui sont fondamentales. Est-ce qu'il faut un centre expert? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut des chirurgiens d'astreinte? La réponse est oui. Quand il y a des collègues qui sont jeunes, qui se retrouvent face à un ACRETA, il faut qu'ils aient un numéro de téléphone pour appeler un chirurgien senior qui est habitué à ça et qui puisse venir, qui est le chef de service. Nous, dans notre service, il n'y a que 4 chirurgiens qui sont des chirurgiens d'astreinte, qui sont à tour de rôle. S'il y a un problème hémorragie grave, ils peuvent être appelés. Et c'est pareil pour les anesthésistes. Ils ont la chance aussi d'avoir des chirurgiens sur lesquels des anesthésistes sur lesquels ils peuvent compter et qui peuvent venir en renfort. Les sondes urétérales systématiques, la réponse est non, même dans les percrétas vésicaux. L'embolisation systématique, c'est non. Enfin, ça, c'est notre façon de voir les choses, hein, d'accord ? Après l'hystérectomie, c'est vrai que parfois il y a des problèmes d'hémostase qui ne sont pas réglés. Bah, il y a l'option du packing, il y a l'option d'embolisation après l'hystérectomie, et puis après c'est le côté réanimatoire avec le Novo-7 et les choses de dernière minute. Donc pour les percrétas, je répète que nous on fait du traitement conservateur. Je fais une dernière slide pour dire que oui, il y a l'embolisation, oui, il y a tout de plateau technique, mais il ne restera pas moins qu'il faut une formation des plus jeunes, dès le début, à les former à faire des ligatures des artères iliaques, des triples ligatures, des compressions utérines et des hystérectomies d'hémostase, parce que quand on regarde cette enquête de Loïc Saint-Hilaire de 2011, on voit que les jeunes, et même les seniors, non maîtrise suffisante d'eux. C'est ça la dia. 47% des seniors ne se sentent pas de faire une hystérectomie d'hémostase en France, malgré une formation qu'on peut qualifier de bonne quand même. Il y en a quand même 47%, 78% des internes, mais ça c'est un peu normal, ils en voient peut-être pas assez. Et les ligatures des artères iliaques, c'est 95% des internes qui ne savent pas les faire, 62% qui ne se sentent pas de faire une ligature des artères iliaques. Donc le maître mot, ça va être la formation pour nous, de former tout le monde à ces gestes qui sauvent les patientes. Donc pour conclure, l'importance de l'anticipation, ça tout le monde le rappelle, mais il faut qu'on ait le diagnostic en anténatal. Quand on l'a pas en anténatal, c'est la catastrophe. Il faut des centres experts, il faut des équipes qui soient aguerries, et encore une fois, il faut parler entre les anesthésistes, entre tout le monde, il faut se collaborer et des procédures codifiées. La discussion avec la patiente sur le radical ou le conservateur. Quand c'est du vésical, on fait du conservateur. Les embolisations, on garde seulement la carte s'il y a besoin. Et encore une fois, le problème de la formation des internes et des seniors aux gestes chirurgicaux. Je vous remercie.